et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous un coup de dimanche, petit quoi à la con! Bonjour à tous et bienvenue dans Tonnerre sous les podcasts, le format audio de X. Dans ce podcast, l'équipe de X défile au micro pour présenter et creuser les grandes œuvres qui ont marqué notre vie, de cinéma, BD, livres, littérature, séries. Je suis Alexandre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Cyril. Salut Cyril. Bonjour. Pour parler d'un grand chef-d'œuvre, on peut le dire, Mad Max Fury Road. Alors Mad Max, sorti en 2015, c'est le 4e opus de la saga Mad Max, initié par George Miller en 1979. Et 30 ans après la fin de la trilogie originale, c'est toujours Miller qui est aux commandes de ce 4e, et ce malgré 18 ans de gestation du projet. Et le projet est d'abord annoncé en 97, puis Miller annonce un script en 2003. Après avoir réalisé son film d'animation Happy Feet, dont on vous conseille énormément le 2 d'ailleurs, il annonce en 2009 vouloir faire Mad Max 4 sans Mel Gibson et en images de synthèse. Et finalement il se ravise, et le tournage de Mad Max Fury Road tel qu'on le connaît commence avec Tom Hardy en 2012 en Namibie. À sa sortie, le film reçoit un bon accueil critique, avec 378 millions de dollars de recettes et plus de 35 prix dans le monde, dont 6 Oscars. Et c'est évidemment mérité, le film explose tous les attendus, c'est un petit bijou d'action de visuel, ça dynamique tous les codes de la saga pour mieux les reconstruire. Donc vous l'aurez compris, on est plutôt fan de ce film dans la X de manière générale, c'est pas tout le monde. Personnellement, il m'aura fallu 3 ou 4 visionnages pour commencer à vraiment l'apprécier. Et pourtant, malgré tout ça, il y a une critique qui revient très souvent contre Mad Max. C'est sympa, ça bouge bien, mais ça raconte rien. On reproche en général au scénario d'être, ils vont quelque part, puis ils font demi-tour. Et effectivement, Mad Max Fury Road adopte un style de narration qui est quand même très particulier. Il y a quasiment aucun dialogue, et le peu qui reste est surtout fait de grognements et de cris, et pas non plus de personnages référents qui nous permettraient un peu de comprendre l'univers point par point. Tout passe par le visuel. Les choses nous sont montrées, et c'est à nous de reconstruire l'univers et son propos. Alors c'était bien sûr le but de George Miller, La légende dit que le film a été quasiment tourné sans scénario, car Miller avait fait l'intégralité du film sous forme de storyboard, c'est-à-dire de petites BD. Et ainsi, Cyril, ici présent, a décidé de sortir l'épée de la justice pour restaurer la vérité sur Fury Road. Il y a bien un propos dans ce film, et pas qu'un peu. Alors Cyril, prêt à attaquer ce mensonge éhonté ? Mais complètement. Alors ce que je te propose, c'est que tu nous présentes d'abord un peu ton rapport au film, comment tu l'as découvert, quelle place il a dans ta cinéphilie, qu'on comprenne un peu subjectivement quel rapport t'as avec ce film. Ouais, alors je crois que j'ai vu Mad Max d'abord sur Netflix, en réalité, donc c'était le truc que je voyais, puis je sais, j'en avais déjà entendu parler, il y avait eu 3 Mad Max avant, puis je regarde, et je trouve ça sympa, c'est rigolo, il y a une guitare, il y a des bagnoles. Et en plus, j'aime pas ce genre de film. C'est rigolo. Je n'aime pas normalement le film de bagnole et compagnie. Et là, je fais oh bah si, j'ai bien aimé. C'est tout. Vraiment. Voilà quoi, vraiment. T'as remarqué qu'ils allaient à un endroit, ils vont de A à B, puis ils reviennent à A. Bah les couilles, frère. Franchement, ouais. Je m'en fous complètement. Et donc, c'est avec des conversations au fur et à mesure avec Roman ou avec toi, ou genre, on parle de Mad Max, on le revoit, et il se trouve que mon regard évolue au fur et à mesure qu'on parle des films et compagnie, donc je commence à capter 2-3 trucs. Je me dis, ah merde, ouais, c'est vrai, c'est vraiment cool, quoi. Un truc tout con. Là, quand on introduit Furiosa, j'avais capté ça. C'est bien rigolo, elle a un tatouage dans le dos, dans la nuque, donc je sais que c'est une esclave. Et là, c'est un truc tout con. Et je me dis, tiens, c'est marrant, c'est bien foutu. Et donc au fur et à mesure, je me rends compte que le film, il est quand même vachement bien foutu. Moi, j'évolue au fur et à mesure du temps dans mes conceptions du monde et compagnie. Je m'intéresse au féminisme et compagnie. Et là, je me dis que, il y a quand même un sacré propos dans Mad Max, quand même. Entre domination des hommes sur la nature, domination des femmes et compagnie. Et je me dis, non, il y a un vrai truc, vraiment un vrai truc. Mais c'est marrant parce que là-dessus, alors pour le dire grossièrement, les critiques tortillent beaucoup du cul sur cette question. C'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui adorent Mad Max, mais du coup là on met les pieds dans le plat tout de suite. Effectivement, le propos qu'on va développer, c'est un propos qui effectivement montre l'aspect féministe, écologiste du film. Et c'est des questions sur lesquelles beaucoup de critiques disent non mais c'est un super film, mais vous inquiétez pas, c'est pas un brûlot féministe. Mais ah non mais c'est un super film, mais vous inquiétez pas. Comme si c'était un problème.
Ah oui, complètement. Mais j'ai vu, je me suis posé la question, j'ai regardé des vidéos sur Mad Max et les analyses, et c'est revenu plusieurs fois. Alors je saurais pas dire lesquelles j'ai vu, hein, et forcément pas forcément des bons. Donc oui, je sais pas choisir mes vidéos. Et alors Mais parce qu'il faut aller vers Exploitation Prod, la chaîne de cinéma. Bah ouais, mais voilà. Non, puis bon, comme je connais un petit peu les gens qui travaillent dans la X, voilà, on discute, quoi. Mais j'avais vu des trucs qui disaient, ouais, vous inquiétez pas, on va pas parler de féminisme. Genre, c'est pas une insulte, frère. Mais non, mais je pense qu'en fait, il y a un peu ce préjugé que si on en parle, ça veut dire que le film est moralisateur et chiant. Et bah, je suis le premier à dire que quand un film met trop en avant son propos ou est trop pensé, etc., ça peut vite devenir un brûlot chiant. C'est juste qu'en fait, c'est pas justifié parce que Mad Max est un excellent film et tout son propos passe super bien parce que c'est dans l'action, dans les personnages, dans le visuel, et du coup, non, il faut parler de ce que dit Mad Max sur le plan féministe et écologiste. En fait, faut arrêter de tortiller du cul pour le dire. C'est pas parce qu'il dit ça que c'est pas un bon film, quoi. Bah, puis surtout, ça y est, quoi. Donc, à partir du moment où ça y est, si tu fais l'impasse de ça, ton analyse, bah, elle peut être très bien, mais elle est pas complète. Complètement, elle est pas complète, ouais, c'est clair. Alors, du coup, avant de passer à ça, est-ce que tu peux nous faire un synopsis un peu du film, nous présenter les personnages principaux? Alors, on l'aura compris, alors en tant que synopsis, ça va aller relativement vite. Ah, ça va aller vachement vite, hein. On a Mad Max, il se fait choper, puis à un moment donné, il y a un groupe de... Alors, c'est Furiosa, un personnage qui s'en va pour aller chercher du pétrole. Il se trouve qu'en fait, c'était un traquenard, et elle se casse avec une cargaison secrète. On apprend que ce sont les pondeuses, entre guillemets, du gros méchant, et il se trouve que Mad Max est mêlé à cette course-poursuite, et il va les suivre parce qu'elles doivent aller à un point B, qui est la vallée aux mille mers, un truc comme ça. À se rendre compte que, bah, du coup, ça marche pas, et attention, on va spoiler un petit peu, mais en même temps, on fait une analyse, on analyse sur tout le film, donc forcément, on va spoiler. Et du coup, bon, on retourne à la citadelle, parce qu'en vrai, c'est ça qu'on cherchait depuis le début. Confrontation avec le méchant, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Là, c'est, comment dire, l'idée, c'est ça, c'est que c'est vraiment l'univers et le fonctionnement de l'univers qui va vraiment apporter des subtilités et de l'intérêt à tout ce qu'on dit. Parce qu'effectivement, fondamentalement, Mad Max est pris dans un complot qui ne le concerne pas, et il se passe... Enfin voilà, là, jusqu'à la fin, il se casse à la fin. C'est ça. Mais alors ça, c'est aussi le trope du western, oui. Voilà, mais... Non, mais comme quoi, voilà, c'est même c'est pas ça. quelque chose où il aurait vraiment quelque chose à cœur, une cause plus grande. C'est pas Luke Skywalker, quoi, qui va délivrer la galaxie de l'Empire. C'est, bah voilà, bon, on y va, puis on revient, puis voilà. Donc je pense que c'est, effectivement, pour présenter Mad Max, il vaut mieux parler de l'univers, je pense, et c'est vrai que l'univers, c'est ça, on est dans un milieu... donc ça se passe en Australie, puisque tous les Mad Max se passent en Australie, puisque c'est des films australiens à la base. Sauf que là, c'est une Australie complètement, fondamentalement désertique, aride, violente, dans laquelle le pouvoir a été complètement pris par un méchant qui s'appelle Immortan Joe, qui gère complètement toutes les ressources encore nécessaires, et fondamentalement, du coup, c'est l'eau, le pétrole, les armes et les femmes, quoi. Alors en fait, de ce qu'on comprend, c'est pas lui qui gère, c'est juste que c'est sa famille, c'est un de ses frères qui gère les armes et un de ses frères qui gère le pétrole, où il y a un truc en tout cas de cousinage, ou en tout cas si c'est pas des liens de sang, c'est des liens fraternels, quoi. Ils sont tous ils sont tous profondément tarés, c'est extrêmement violent, hein, c'est un univers où tout est une question de domination, de gestion de ressources, des tronçonneuses dans la gueule. Je vais le faire boire à mes terminales, ils vont être contents. Et effectivement, dans ce monde-là, Immortan Joe a le contrôle de toutes les femmes, ou en tout cas de toutes les femmes valides, on va dire, sauf que du coup, qu'il appelle ses pondeuses, au sens où elles sont les seules à pouvoir lui donner un enfant en bonne santé. Voilà. Et tout l'enjeu, c'est ces femmes arriveront-elles à échapper aux griffes de ce gars-là, mené par donc Furiosa, qui est joué par Charlize Theron, qui est le vrai personnage principal du film, qui est cette pondeuse de Immortan Joe qui a décidé de se rebeller. C'est pas une pondeuse, c'est Imperator, c'est son général. Ah oui, pardon, elle fait partie de son groupe de femmes, quoi, et du coup elle décide d'essayer de sauver ces pondeuses pour les sortir de ce milieu absolument horrible et violent. Et tout l'enjeu du film va être ça, c'est est-ce que Furiosa va réussir à sauver les femmes qui représentent un peu le dernier espoir de nature et de paix dans ce monde, des griffes de Immortan Joe, qui est dans une logique purement de domination, quoi.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant en fait quand on doit résumer Mad Max, en fait on se retrouve assez emmerdé parce que soit on doit directement essayer de rentrer dans des explications, soit on se contente de dire aller-retour. Donc ça c'est ça, mais du coup c'est enfin un objet filmique assez intéressant. C'est ça, parce qu'on doit plus parler de l'univers que de l'histoire, parce que les enjeux émotionnels et narratifs du film passent par la manière dont les personnages interagissent avec l'univers. Ouais. Avec y a machin il fait ça, et lui son truc c'est ça, donc ok. Et du coup c'est assez intéressant parce que comme tu l'as dit, c'est un vrai objet filmique au sens où il y a que à la limite une BD, mais quand même surtout un film qui peut se permettre ça en fait, qui peut se permettre de je vais raconter une histoire extrêmement simple sur le papier, sans dialogue, tout va passer par l'univers que je montre. Ouais, voilà. Et c'est intéressant avec Mad Max, c'est que ça reprend un petit peu la phrase d'Alexandre Astier quand il dit quand tu regardes un film, il y a l'histoire qu'on nous montre et il y a la vraie, celle en soum soum, celle qu'il faut aller chercher. Là, concrètement, voilà. On a littéralement deux histoires. Mais il y en a une qui est plus intéressante que l'autre. C'est ça, et la critique qu'on fait en général au film, c'est de la part de gens qui ont vu la première histoire, et c'est pour ça qu'ils disent c'est simpliste. Et toi, Cyril, tu es là pour nous raconter la deuxième histoire du film. En tout cas, une interprétation de la deuxième histoire. Tout n'est que phénomène, bien entendu, voilà. Écoute, je te propose du coup de se lancer là-dessus. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force du propos de Mad Max? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette histoire d'apparence simpliste qui fait qu'il y a vraiment un propos à développer? En fait, moi, mon propos se déroule en deux parties, en fait. Donc, je vais commencer la première, et puis après, on verra pour la deuxième. Mais c'est que, en fait, Miller nous dépeint, en fait, fait un constat du monde, alors tel qu'il sera, si on reste dans cette société qui consomme toujours plus, et avec une croissance toujours plus grande et compagnie. C'est impossible parmi tant d'autres, mais c'est pas le plus extravagant, quoi, en termes de futur possible. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que Mad Max, c'est une course de bagnole, d'accord, mais n'empêche qu'il y a tous les traits caractéristiques de notre société qui sont présents. Et donc, si on fait la liste et si on regarde un petit peu comment il nous les montre, donc c'est toujours dans une mise en scène, c'est pour ça que c'est super intéressant, en fait, ce film, dans la façon dont c'est suggéré, parce que il n'y a pas un qui te dit oui, ça c'est mon chef. Non, t'as compris. T'as compris comment ça fonctionnait, t'as compris des choses qui sont assez complexes de la vie de notre société et qui sont dans une course de bagnole. Mais parce que Miller, il sait que par l'image, tu peux montrer des trucs. Oui. Waouh. On pourrait même dire que c'est pour être le propre du cinéma. Incroyable. Voilà. C'est fou. Si Nolan et Villeneuve entendaient ça, ils tomberaient des genoux. Enfin voilà, donc en fait le premier truc c'est l'humain qui est propriétaire de la nature et l'humain qui saccage la nature. Ça c'est le premier truc. Et en fait, comment ça va se passer? Le film va nous montrer que les humains se voient comme des êtres un petit peu à part de la nature. Alors ça c'est pas dit dans le film, par contre on le présuppose parce que même dans les premiers Mad Max, il y avait cette idée de le monde a été saccagé par des guerres pour le pétrole. Et donc du coup c'est la continuité d'eux. Et donc si aujourd'hui on se voit toujours comme propriétaire de la nature, transcendant la nature, genre on est vraiment à part, quoi, être de raison et de lumière contre la charogne, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas dans le film. Donc il y a de ça, et ça va se... Et il ne dit pas pourquoi, par contre il montre juste comment ça se fait. Comment ça se traduit en fait. Et dans le film déjà, il y a quoi? Il y a 3 clans. Donc une qui garde l'eau, c'est celle d'Immortan Joe, d'accord? Une qui produit les armes, bon, c'est un de ses cousins frères, on ne sait pas trop. Et une qui exploite le pétrole, c'est Petroville. Voilà. Et donc, le début, on a compris que ça va être Furiosa qui doit aller à Petroville, chercher du pétrole pour les bagnoles et revenir. Point. Et donc, on a nos 3 cités, nos 3 clans, avec 3 fonctions différentes, avec 3 symboles. Une appropriation de la nature, qui est l'eau et les jardins d'Immortan Joe. Une exploitation à outrance amenant de la pollution, ça c'est le pétrole. Parce que, encore une fois, dans les premiers, c'est dit, et je pense que c'est dit aussi un petit peu en soum soum dans Mad Max Fury Road, que c'est la pollution, c'est la crise du pétrole qui a mené à ça. Donc, c'est littéralement le pétrole, c'est le symbole de l'exploitation à outrance du monde. Donc, c'est un symbole, c'est pas que ça. Et enfin, la guerre, les armes. Donc, 3 clans, 3 symboles. Et puis 3 symboles, pas n'importe lesquels, parce que je veux dire, si on reprend historiquement dans l'origine de notre culture depuis 6000 ans, machin,
tous les archéologues s'accordent à dire que le fonctionnement de notre société repose sur 3 trucs. À la base, hein, c'était le cheval, le soleil et l'arc. Donc le truc qui te fournit tes besoins, le déplacement et les armes. Donc Voilà, tu vois, le cheval, le pétrole, les flingues, l'arc, l'eau, le soleil. Tu vois, c'est les 3 symboles hyper ancrés, quoi. Non mais c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est assez. Donc déjà c'est présent dedans. Encore une fois c'est pas dit, c'est juste montré. Que ce soit montré un peu plus. C'est montré des fois sur des plans de 1 seconde. Hein. Mais c'est marquant, t'as compris. Pas besoin de plus. En fin de compte. Et dans ce monde-là, en fait, dans ce monde qui n'est que humain, parce que c'est un monde qui est désertique, Mad Max, tu vois. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste ce que font les humains. C'est tout. Les bagnoles, c'est humain. Même les jardins, c'est des aménagements dans des cavernes de montagnes et compagnie. C'est que production humaine. Le seul truc qui n'est pas touché par les humains, c'est le désert, qui n'est que le résultat, hein, mais... C'est le seul truc qui laisse en paix. C'est la tempête. Ok, ça, ils l'ont pas causé. Le reste, voilà. Donc, l'idée, c'est que montrer que la nature, dans ce monde-là, c'est qu'une position humaine, c'est une chose précieuse, d'accord, et dangereuse à ne pas trop partager. On voit dans les débuts du film, Immortan Joe qui ouvre les vannes et les referme en 10 secondes. Pour donner l'eau au peuple. Voilà, donner un petit peu l'eau à des... Bon, on imagine que c'est pas que des clodos, c'est également ils doivent travailler dedans, mais le petit peuple, quoi. Mais voilà, quoi, c'est la populace. Mais d'ailleurs, c'est vraiment la logique dans laquelle on a encore un peu de la Renaissance, c'est se rendre maître et possesseur de la nature. Quand tu vois la gueule de ce que ça rend au final, parce que c'est un peu ça, hein, c'est tout ça, c'est regarder les résultats de ça. Si on continue, au final, il y aura juste plus de nature, on sera rendu maître et possesseur des peu de ressources dont on a besoin, on aura détruit tout le reste, ça n'a pas vraiment de gueule, quoi. Alors en fait, ça l'est déjà. Si on regarde les vidéos du Vortex, le font vachement bien, Dirty Biology et compagnie, ils te montrent vachement bien qu'en réalité, la nature, bon, il y en a... C'est plus la nature comme on l'a connue, genre qui est... Sauvage, quoi. Indépendante de tout acte humain, en fin de compte. Non, c'est tout est même tes forêts, c'est géré par les humains. Donc en fait, il n'y a plus tellement de nature comme on l'entendait. Et là, c'est le côté radical de ça, quoi. Voilà. Et c'est pas même pas tant la Renaissance parce qu'en fait, ça vient avec le christianisme. Hein. C'est dans la Genèse, vous êtes c'est l'homme. Adam, alors il y a des débats sur est-ce que c'est Adam et Ève ou c'est juste Adam, bon ça c'est théorique, mais c'est l'humain qui est possesseur de la nature, vous êtes possesseur, gouverné sur les mers, les champs, les papillons. Ouais, je disais Renaissance pour la phrase de Descartes, parce que c'est Descartes qui dit ça, sans maître possesseur de la nature, après, mais oui, ça c'est une idéologie chrétienne. En fait, en plus, parce que ce qui est assez intéressant avec la phrase de Descartes, c'est qu'il dit comme. Bon, c'est le moment un petit peu philo. Non, mais désolé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fait pas ce qu'on veut avec la nature chez Descartes. C'est en apprenant les lois qu'on peut en faire ce qu'on veut, mais par contre, tu peux pas voler comme un piaf. Quand même, t'as compris la gravité. Quand même, t'as compris les principes qui font que le piaf peut s'envoler. Avec des pecs qui feraient pour nous 3 mètres de large pour qu'on puisse soulever. Mais voilà, on fait pas comme ça. Alors, c'est rigolo parce qu'on la chante constamment cette partie-là, mais c'est pas un oubli anodin, ça en dit long. On chante ces parties-là. Non, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et la film montre vraiment un peu les conséquences ultimes de ça, quoi. C'est ça en fait. Déjà, première partie, dans les premiers moments, les premières minutes, t'as compris que tout ce qui reste de la nature, c'est de l'humain, elle est entièrement dépendante de l'humain et de son activité. Et donc, on a donc une nature qui est symbolisée par l'eau et qui est possédée et gérée par l'humanité. Et cette nature est un bien privé, bien entendu. Immortan Joe appelle l'eau Aquacola. Ouais, alors ça faisait peur en 2015, ça fait encore plus peur maintenant que c'est vraiment un enjeu de politique de privatiser l'eau en 2021, alors, ça fait encore plus flipper. Le pire, c'est que déjà à l'époque, il y avait un super reportage sur le coca, je peux plus le trouver, donc ça m'a gavé, sur comment ils exploitent l'eau, en fait, comment ils ont ruiné le Mexique, hein, concrètement, énormément de la population qui... Ils se sont infiltrés même dans les croyances religieuses, donc au Mexique, ils font des rituels à base de coca au lieu de prendre du vin. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et surtout, mais Aquacola, c'est vraiment ça, c'est un bien appropriable, et donc qu'il faut s'approprier parce que tu comprends le libre marché, parce que Adam Smith, je ne connais que la main invisible et c'est marre. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais dans ce monde-là, du coup, le vocabulaire des gens est très réduit. C'est vraiment une novlangue, hein, comme dans 1984, c'est-à-dire la langue est devenue très simpliste avec des mots
très basiques, et du coup tous les trucs naturels, etc., on sont remplacés par des mots qui sonnent comme Coca, McDo, etc. L'idée c'est qu'on a remplacé les concepts par des marques. Mais, en fait. mais c'est ce qui a... mais oui, mais en même temps, c'est tout à fait justifié parce que encore une fois, j'en parlais avec une collègue qui avait dû apprendre à des secondes en disant mais vous savez que alors, trouvez-moi une nourriture qui vient pas d'exploitation agricole parce qu'ils comprenaient pas, ils avaient pour pas mal d'élèves, c'est pas une généralité. Par contre, c'est intéressant que cette vision du monde existe. Bah non, ça vient pas de la nature. Les pâtes, c'est des pâtes. T'as pas un pâtier dans ton jardin. Et c'est très rigolo parce que du coup, voilà, cette coupure avec la nature est assez intéressante. Et donc, le mettre des mots qui viennent du marketing, de l'appropriation, du commerce et compagnie, de la privatisation, en fin de compte, de la propriété, c'est ce qui fait que, par exemple, c'est ce qui fait que en conclusion, en fait, la façon dont la société occidentale conçoit son rapport à la nature, c'est une appropriation et une exploitation à outrance qui mène, chez Mad Max, à une terre désertique. Ouais, mais d'ailleurs, on s'en rend pas compte, mais on fait déjà ça aujourd'hui, parce qu'en fait, un kiwi, c'est pas un kiwi, c'est une grenade de Chine. Kiwi, c'est la marque. Je savais pas du tout. Ouais, non, mais tu vois, au final, Voilà. il me semble que c'est grenade de Chine, j'ai peut-être une connerie, mais tu vois, en gros, on fait déjà ça aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Non mais du coup voilà, donc c'est assez intéressant effectivement, ouais. Ah ouais, c'est très rigolo. Bah du coup ça nous amène à notre deuxième point. En fin de compte, c'est super cool parce que c'est l'appropriation de la nature, ok, mais c'est pas celle de l'humanité en fin de compte, c'est celle d'un seul homme. Et là je dis pas humain, je dis un homme. Bah, c'est assez intéressant. En fin de compte, certes c'est l'humanité qui gère la nature. Mais c'est pas toute l'humanité, Ouais. c'est un membre de l'espèce humaine. En réalité, c'est Immortan Joe. C'est lui qui gère toute la nature. Et de toute façon, comme c'est pétroville, donc c'est que le pétrole, et bon, effectivement, le pétrole c'est la nature, mais vous avez compris. Et les armes, bah voilà, c'est une autre ville. C'est littéralement une personne qui gère la totalité de la nature, des ressources naturelles, pour ce qui reste de ce monde-là. Et c'est un homme et il est riche. Et alors, bah voilà, alors, du coup, c'est ça qui va venir en fait. Donc, on a en plus, c'est pas juste une exploitation de la nature par l'humain, c'est aussi une exploitation de l'humain par l'humain. Oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je disais, les gens qui quémandent l'eau, c'est pas juste des clodos, mais c'est aussi des gens qui travaillent, quoi. On imagine mal des gens qui sont juste là. Donc voilà. Et en fait, Miller nous montre que c'est pas uniquement des individus qui choisissent librement leur économie. Qui prend en compte les biens naturels, tout ça. Non, c'est une structure sociétale. C'est pas l'humanité qui gère en commun. Non, c'est un mec qui impose ses lois et tout le monde fonctionne comme ça. Donc c'est une structure. Voilà, c'est pas chacun fait comme il veut, c'est pas les individus, chacun un point, puis l'ensemble donne un tout cohérent. Oui, et puis c'est une structure, enfin c'est notre structure, de toute façon, fondamentalement, dans la structure capitaliste dans laquelle on est, quoi, où t'as une réappropriation des ressources par un groupe d'individus privilégiés, quoi, qui passe par l'exploitation des autres. Ouais, mais donc c'est ça en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, là je dis l'homme parce que c'est Immortan Joe, mais en réalité, on peut voir, il y a une réplique. Alors, il n'y a pas beaucoup de répliques dans Mad Max, on est d'accord? Elles sont pas super bien écrites, c'est qui sont mais, dit, mais en plus de ça, mais ça veut dire que quand il y en a une, bah peut-être que c'est intéressant. Donc là je dis Immortan Joe c'est un homme. Et plus tard en fait lors de la fuite, il y aura Splendide, donc une pondeuse, qui dira à Nux, c'est un warboy qui va rejoindre la course-poursuite. un soldat d'Immortan voilà, Joe, quoi. c'est un soldat. Splendide dit à Nux, tu assassines tout et tout le monde. Et le warboy dit non, c'est pas notre faute, en mode c'est pas moi en tant que warboy. Et du coup, c'est bah alors qui a tué le monde? C'est en fait, tu peux pas échapper à ah non, c'est toi l'individu. Non, c'est pas toi l'individu, c'est toi en tant que membre d'une structure qui participe à ça. D'une société qui fonctionne comme ça, quoi. Ouais. C'est comme ça. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment une société dans Mad Max qui reprend la structure de notre société à nous. Il y a une domination des riches sur les pauvres, il y a une domination des hommes sur les femmes, de l'homme sur la nature, il y a une religion qui sert le pouvoir, il y a des guerres qui servent le pouvoir, enfin voilà. C'est vraiment, nous, Empire, en mode, si on exagérait et qu'on tirait dans leur extrême limite toutes nos structures sociales, ça donnerait un monde où il y a en haut un mec qui gère tout, la nature, c'est des trucs privatisés, qu'on donne aux gens juste pour les faire survivre, et point, quoi. Bah oui, enfin c'est si on exagère, mais pas tant que ça non plus. Hein, faut pas... Oui, voilà. mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, on a bien une société qui est patriarcale, en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un monde d'hommes, dirigé par des hommes,
Enfin, de mâle du coup quoi. Oui, pardon, oui. De bonhomme quoi. De toute façon, je dis humain pour espèce humaine voilà. et je dis homme pour parler des hommes. D'homme, voilà, à contraire de femme quoi. C'est ça. Et donc des hommes qui ont une domination effectivement sur les femmes, sur la nature, sur le reste, voilà. Et ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on nous montre bien, c'est que on parle des femmes, on parle de la nature, mais il y a une assimilation dans le film Mad Max, et c'est ça que je trouve ultra intéressante. C'est que c'est pas que féministe en quelque sorte. Dans la façon dont c'est montré, déjà les femmes sont assimilées à la nature dans le sens où le premier plan, c'est un plan où elles sont exploitées comme des vaches laitières. Le premier plan où on voit des femmes, c'est tire-les, machin. Comme des vaches, comme des... Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a des plans assez trash dans Mad Max, ils se gênent pas pour dire ce qu'il y a à dire. Non mais il y a de ça. Lorsque elles sont réduites à leur fonction, qui est assimilée au naturel, qui est de procréer, hein, ce sont des pondeuses. C'est uniquement le truc... Voilà, c'est une poule, ça, c'est pareil. Et elles sont possédées comme la nature. Donc là, je rappelle, en fait, c'est un Warboy qui dit à Nux... qu'est-ce qui se passe? Puis le Warboy il fait Furiosa a volé ses possessions, donc à Immortan Joe, ses pondeuses. Donc, et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, quand Immortan Joe se rend compte que ses pondeuses sont plus là, ses plus belles pondeuses sont plus là, il doit traverser un champ de salade. Donc, il traverse la nature pour aller voir l'ultime nature. Et donc, c'est ça qui est. Donc, la nature existe pas en. La nature est assimilée à la femme est assimilée à la nature. Et c'est ça qui justifie son exploitation. Oui, c'est ça, c'est la nature, c'est ce qui nous permet de survivre, donc on va le privatiser et l'exploiter. Les femmes, c'est ce qui nous permet de survivre, donc on va le privatiser et l'exploiter. Et donc comme la nature, c'est-à-dire l'eau, etc., et les femmes sont rapportées aux fonctions biologiques et naturelles, elles sont à privatiser et à exploiter de la même manière ensemble, quoi. C'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est, je renvoie à ce qu'on avait dit au tout début, c'est que il n'y a plus de nature sinon que ce que fait l'humain. On appelle nature en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ce qu'on appelle nature, c'est aussi une construction sociale. Oui. Et donc c'est pas tant, ça repose pas sur une vraie origine naturelle. Il n'y a pas de fondement naturel en fin de compte. C'est une construction sociale que l'on naturalise pour justifier cette construction qui repose sur une domination. Mais ça, pour faire un point philo aussi, Searle il en parle super bien. Ça, c'est le concept de nature, il existe que dans des sociétés qui sont trop éloignées. Tu parles du concept de nature à une tribu qui vit, tu vois, il va te dire mais c'est débile ton truc, c'est nature, c'est moi aussi, c'est tout le monde. Le fait d'avoir une nature qui serait à l'opposé d'une culture humaine, il faut déjà s'être vachement éloigné de la nature pour avoir le concept, quoi. Et Searle il est super là-dessus, il dit non mais en fait vous vous rendez pas compte que le concept de nature, l'idée de nature, c'est un truc hyper abstrait en fait, quoi. C'est quelqu'un qui vit dans la nature, il a pas l'idée qu'il y a une différence entre lui et la nature, quoi. Alors il y a Descola, Philippe Descola, qui en parle du fait de est-ce que dans certaines tribus d'Amazonie, est-ce que la jungle c'est un jardin amélioré, tout ça. Il y a tout un truc parce que le jardin est le propre de la culture humaine. Hein, oui. C'est une hiérarchisation, un ordonnancement du végétal pour que ce soit plus ou moins joli ou pas, même dans les jardins à la française ou les jardins à l'anglaise où on laisse, mais c'est toujours que des choix en fin de compte. Et il pose la question de du coup, est-ce qu'il considère la jungle comme des jardins ou c'est de la nature jardinée, enfin bref, c'est assez intéressant. Mais en plus, tu parles, moi j'avais aussi en tête Serge Moscovici qui dit, qui est reprise par plusieurs penseuses, et qui dit en fait la nature ça n'existe pas, c'est un concept humain. Et alors j'ai plus en tête l'autrice, mais elle dit et en fait on va être plus loin. En fait c'est pas tant un concept humain qu'un concept pensé par des hommes qui à un moment donné il n'y avait que eux qui avaient l'autorisation de penser en fin de compte. Donc en fait la nature c'est une construction d'hommes sociale fait par des hommes pour des hommes, et c'est dans lequel la maîtriser, la produire, la femme est dedans. Ouais. En fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que l'homme, le masculin, se construit par lui-même à partir des ressources qu'il exploite. La femme... elle fait partie des ressources qu'on exploite. Voilà, en fait, elle est pas en elle-même prioritaire. C'est pas moi, je me construis et je prends sur les autres. Je suis un truc qu'on exploite. Alors, je précise, quand on dit ça, c'est pas pour dire dans notre société, la femme est un truc qu'on exploite comme une ressource, etc. C'est parce que là, on pourrait dire, ouais, mais les gars, vous exagérez, on n'est pas non plus, tu vois, on n'est pas à ce point d'inégalité dans nos sociétés occidentales, etc. Le propos du film, c'est pas de dire, regardez, aujourd'hui, on traite les femmes comme des vaches. L'idée, c'est,
il y a depuis toujours et encore aujourd'hui le présupposé d'un rapport plus important entre femme et nature. Et ça vient de l'idée que les deux sont un peu exploités, quoi. Les deux sont au service du développement. Et donc c'est pour ça. Les structures de la société dans Mad Max, c'est les nôtres, c'est un commentaire là-dessus. Et que le point important, fondamental, c'est que tout est une question d'exploitation et de domination. Voilà. Les femmes comme la nature, tout pris ensemble. Et le truc, c'est que Furiosa et son groupe de pondeuses, et du coup accompagné de Max, qui était un vagabond qui traînait là, et Nux, qui était un des combattants de Immortan Joe, fuient ça. Tout à fait. Mais l'idée, c'est... on comprend pourquoi il le fuit, évidemment, mais comment on combat ça? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois qu'on a posé tout ça, c'est un peu la première moitié du film, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est pour ça que le film, c'est quoi? Des gens qui vont d'un point A à un point B, et qui reviennent au point A. En fait, on peut pas tellement le fuir, le truc. C'est pas ça. Une fois qu'ils arrivent au point B, bon, qu'ils loupent, parce que normalement, Furiosa avec les pondeuses, donc les autres femmes, devait arriver à un endroit qui était l'Oasis, cet endroit tenu par des femmes, et en fait, c'est la terre verte aux innombrables mers. Alors, il n'y a pas de ça. Par contre, ça nous permet, il n'y a pas de terre verte, c'est un désert. Par contre, on voit des femmes, on voit qu'elles gardent des graines, on voit qu'elles gardent tout ça. Et donc, on a également une assimilation des femmes à la nature. Et là, on a envie de dire, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Depuis le début, vous fuyez ça, puis là, vous voulez rejoindre ça. En fait, c'est la même chose. Mais non, mais c'est pas pareil. En fait, les femmes, oui, effectivement, sont associées à la nature, mais c'est pas dans un même rapport identitaire qu'avant, c'est plutôt dans une relation d'inclusion, en fin de compte. Les femmes ne sont pas surnaturelles vis-à-vis de la nature, ne sont pas transcendant la nature, ne la possèdent pas. Non, elles font membre. C'est une communauté, il faut l'intégrer dans sa façon de se voir soi, en fait. Et surtout, il n'y a pas de domination, en fin de compte. C'est ça, surtout, parce que quand Furiosa est avec les innombrables mers, elles sont 5, concrètement, elles sont 5 ou 6, les innombrables mères sur des motos. Il y a Max et Nux, et il n'y a pas de... Au début, il y a une méfiance, mais après, ça va. Oui, ils sont des hommes, donc, Max et Nux. Et Max et Nux qui sont des hommes. Nux, du coup, le Warboy, et Max, quoi. Parce que du coup, ça permet juste pour faire un point un peu définition, on va dire, c'est un truc que Mad Max et Avatar partagent. Ils montrent très bien qu'en fait, quand on dit « Ah ben, on est dans un système de domination », pourquoi c'est grave, pourquoi c'est pas juste il y a des hiérarchies. En fait, la domination, par essence, ça veut dire j'ai le droit d'abuser de ce que je possède. Dominer un truc, c'est ce truc m'appartient, je peux en faire ce que je veux, si j'ai envie de le casser, je le fais, si j'ai envie d'en abuser, je le fais. Et donc c'est pour ça que quand on dit il y a un système de domination, c'est un truc où c'est pas juste il y a des hiérarchies, ça, tout système social repose sur des hiérarchies, sauf certains, mais enfin voilà, on pourrait discuter de ces questions. Mais là, c'est pas la question d'avoir des hiérarchies, c'est la question d'avoir le droit d'abuser et de détruire ce qu'on possède. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que oui, effectivement, c'est la notion de domination qui pose problème. Et techniquement, hiérarchie, on pourrait juste dire différentes fonctions, ça marche aussi. En fin de compte, le cerveau n'est pas supérieur au cœur, il a une autre fonction. Alors après, si on veut mettre des hiérarchies, c'est très bien, mais du moment qu'il n'y a pas de domination, le cerveau fait pas ce qu'il veut avec le cœur. Voilà, c'est pas lui qui possède le cœur, voilà. C'est vraiment ça, c'est le problème, c'est de pouvoir abuser, quoi. C'est ça, en fait. Et c'est ça justement que Miller, je trouve, met en scène lorsque les femmes se retrouvent entre elles, les femmes et deux hommes, parce qu'elles échappent à une structure qui ne leur correspond pas et qui a mené à la perte du monde, qui a tué le monde, pour peut-être, pourquoi pas, refaire autre chose. Bon, le problème c'est que, qu'est-ce qu'on fait? On prend la suite, ok, vers le nord, toujours. Et en fait, Max va dire non, ton oasis tu l'as déjà en fait, c'est juste que tu y es parti. Si tu peux pas fuir, c'est pas possible parce que c'est foutu, c'est partout pareil. Donc, il y a un endroit où ça l'est, c'est un choix, c'est une construction sociale, il faut lutter contre. Et donc c'est ça qui est un petit peu ce que propose pour moi Miller, c'est une lutte, il faut lutter. Et donc quand elles font demi-tour, c'est pas juste elles font demi-tour au A, c'est pas ça. C'est vraiment, il faut affronter ce qui nous a opprimés parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans la réalité, il n'y a peu que dans la lutte? Ça, je sais pas. C'est ce que propose Miller en tout cas. Et donc, c'est plus qu'affronter Immortan Joe, ça a affronté une structure d'exploitation et de domination. Une manière de penser en fait. Ça a affronté une manière de penser. Et d'ailleurs, c'est pas Max, le super-héros bodybuildé qui va éclater Immortan Joe.
c'est Furiosa qui va lui arracher la mâchoire. Bah, c'est un groupe en fait. Oui, en plus, oui, c'est un groupe. Mais c'est fort parce que j'ai entendu plusieurs commentaires comme quoi, ouais, Max, il fait trop rien. Bah oui, mais justement, il fait trop rien. C'était pas son combat, en fait, là. C'est intéressant, ouais. C'est pas son combat, c'est pas lui qui va le faire. Et de toute façon, c'est pas à lui de le faire. Ouais, Et donc, ce qui est... donc, ça arrive, effectivement. Les femmes gagnent contre Immortan Joe et donc contre un système. Et lorsqu'elles arrivent à la citadelle, eh ben, quelle est la première chose que l'on voit? Ce sont les femmes pondeuses d'Immortan Joe qui sont libérées, qui du coup ne sont plus que des pondeuses. Et quelle est la première chose qu'elles font? Elles libèrent les eaux. Elles libèrent la nature. Et ça, en fait, ça veut dire quoi, cette conclusion? Ça veut dire que on va recréer un oasis. On recrée cette utopie qui était juste sous nos yeux, en fait. Il fallait juste se rendre compte que c'est pas naturel, ce sont des choix et qu'il faut lutter contre, parce que si c'est naturel, on a envie de dire c'est du fatalisme. Non, on peut lutter contre et on propose autre chose. Donc un monde sans hiérarchie et sans domination, parce qu'encore une fois, souvent les deux sont liés. Après, on peut les penser séparément, mais voilà, là, le propos, c'est de dire voilà, plus de hiérarchie, plus de domination, plus d'exploitation surtout. C'est ça, en fait. La domination qui amène à l'exploitation. Et donc c'est un nouveau rapport à la nature, en fait, qui est une relation inclusive et surtout coopérative. Oui, c'est ça, c'est vraiment, on passe d'une logique où il y a un groupe dominant qui, du coup, en tant qu'il est dominant, a le droit d'abuser de sa propriété privée, mais ce qui peut mener qu'à de la violence, à des ruptures, à des problèmes, à la destruction de l'environnement, des inégalités, etc., à une manière de penser où on fait tous partie d'un même système, on fait tous partie d'un même environnement, il faut juste tous qu'on prenne conscience que nos actions ont des conséquences sur ce qui nous entoure, et qu'on réfléchisse de mettre dans une action éclairée et collective, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est refoutre du commun dans le bordel, en fait. De l'humain, du commun. C'est parce que, effectivement, dans un monde comme ça, où ce sont des hiérarchies, on peut abuser un petit peu de nos dominions, de nos possessions, choses que l'on domine. Bah ouais, si on commence à prendre en compte les autres, ils sont peut-être pas forcément d'accord, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des hiérarchies. Ça justifie, en fin de compte, ça permet de toujours pouvoir dominer. Mais une fois que tu prends en compte tout le monde et tu dis, bah non, on est tous dans un cercle, on est tous membres, on fait tous partie de la même, on arrête tout ça, parce que c'est pas possible. Mais ce qui est cool là-dedans, parce que je pense que c'est vraiment fondamentalement le propos du film, quoi. C'est, on montre une certaine manière de penser, qui est la forme extrémisée de la nôtre, et on présente une autre manière de penser, qui va être une manière plus collective, commune, etc. Et on montre le combat entre les deux, la nécessaire opposition des deux, le nécessaire combat entre ces deux manières de penser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce que j'aime bien à Mad Max, c'est que ça prend la forme d'une lutte, d'un combat. Pourquoi ? Parce que Miller, il est pas naïf. Hein. C'est pas comme on voudrait nous faire entendre, ah non, il faut discuter, il faut débattre et compagnie. Non, il faut pas débattre. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont une domination, les gens qui profitent de cette logique de domination-là, ils vont pas dire, ok, les maîtres n'ont jamais relâché les esclaves. À un moment, il va falloir foutre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. C'est ça. Il y a des têtes qui doivent tomber, quoi. Non, mais c'est ça. Et jamais, au grand jamais, un maître a dit, ah, peut-être que mes esclaves, c'est pas fou, quand même. Non, mais c'est ça. Il y a un moment où quand on dit aux gens, non mais il faut que vous triez vos déchets, alors que le total de tout ça, ça vaudra jamais 5 pétroliers dans l'Arctique qui consomment plus que tout le monde. Enfin, tu vois, non, mais... le problème c'est les 100 plus grandes entreprises au monde, tu vois, qui polluent plus. Et à un moment, on réglera pas ce problème si on le règle pas de manière soit par la politique radicale, soit par la confrontation. Et c'est ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pourquoi Mad Max propose une lutte et que nos politiques proposent de la discussion, parce que la discussion, ça n'a jamais servi à rien. Nos plus grosses luttes, elle sert quand il y a déjà eu un combat et qu'il faut reconstruire. Voilà, c'est ça, c'est à partir de rien, je veux dire, encore une fois, c'est quand il y a déjà des trucs qui sont mis en place, comme tu viens de le dire. Mais qui, là, veut un discours raisonné, ce que propose Miller, c'est pas extrémiste, dans le sens où... donc du coup non, on est plus raisonnable. Non, c'est pas ça, c'est que tu fais rien, ça fait ça. C'est possible et c'est probable. Assume maintenant. Mais ce que j'adore, et enfin, tu le dis aussi, hein, je l'explicite juste, hein, mais ce qui est génial, c'est que pour revenir au film en lui-même, c'est pas imposé. Le propos est pas explicité, dit, c'est pas du... on te prend pas pour un débile à t'expliquer ça comme si t'avais 4 ans, et en même temps, c'est pas un truc hyper théorique que tu te manges, c'est genre, tu veux venir voir un film d'action qui dépote sa mère avec des effets spéciaux de ouf, tu l'as.
tu veux prendre le temps de réfléchir, tu l'as aussi. Et c'est pour ça que je compare beaucoup Mad Max à Avatar là-dessus, en fait. Parce qu'Avatar, on lui a beaucoup critiqué, on lui a beaucoup reproché d'avoir un scénario trop simpliste. Alors que c'est pareil, en fait. Mais ce qui est tout le thème de Cameron, si t'apprends à mieux voir, tu te rends compte que non, il y a beaucoup plus, c'est juste on te l'impose pas. Et je pense sincèrement que Miller, c'est d'abord un cinéaste avant d'être un théoricien féministe ou quoi que ce soit. Juste, lui, il veut faire des films qui bougent, quand tu vois, voilà, mais... Juste, c'est un mec qui est conscient du monde dans lequel il vit, c'est un mec qui est conscient des enjeux et des combats du monde dans lequel il vit, qui met ça dans son film parce qu'il sait que ses personnages auront plus de profondeur et son histoire sera plus percutante sur le plan émotionnel si ça s'inscrit dans un cadre qu'on connaît et qu'on peut critiquer. Et du coup, voilà, c'est pas un brûlot théorique hyper pompeux et tu sais, qui est là pour te faire culpabiliser. Mais tout est là si t'as envie de le voir. Tout est là en seconde main, en dessous d'un film qui est d'abord un putain de divertissement qui bouge et hyper beau et bien fait, bien réalisé, avec des cascades de malades, quoi. Bah c'est ça, puis surtout, le théorique, c'est fait pour expliquer, alors que l'art n'est pas tant fait pour expliquer que pour montrer quelque chose. Je veux dire, si on devait faire... si l'art devait expliquer, je veux dire, on n'aurait pas d'œuvre qui parlerait de l'atrocité de la guerre, c'est bon, on sait. Donc pourquoi on se fait chier à avoir un court-métrage avec un vieux monsieur qui est en voix off qui dit « Ah, la guerre, c'est horrible ». Mais bien sûr, tout le monde le sait, mais il ne s'agit pas d'expliquer, il s'agit de montrer ce que c'est. Et c'est pas pareil. Bah ouais. Et donc c'est pour ça que, oui, effectivement, oui, il y a tout ça, parce que Miller, c'est pas le dernier des cons, et puis il a des convictions, et puis il les met dedans. Oui, il a conscience du monde dans lequel il vit, quoi. Voilà. Après, si tu veux pas le voir, bah c'est bien. C'est pas fait pour te dire comment c'est fait pour te montrer ce qui se passe. Ouais, et c'est ça, et c'est pour ça que vraiment, c'est ce qui fait vraiment la qualité du film, quoi. Tu peux aller super loin dans l'analyse de l'univers et dans son propos social et politique, féministe, écologiste, etc. Mais tu peux aussi juste, si t'as envie de poser ton cerveau à l'entrée et passer un bon moment, tu peux, quoi. Ouais, bah attends, c'est le bon juste milieu. Il y a un gars aveugle qui joue de la guitare pendant que les bagnoles font vroom vroom, c'est génial. Sauf que ça aussi, ça construit l'univers, du coup, parce qu'il fait ça pour les amener à ne pas réfléchir, pour les mettre dans une ambiance de dionysiaque. Non, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, c'est vraiment... Bah, ça a été beaucoup repris, mais mal, quoi. C'est le problème de ça, c'est qu'à un bon truc, t'as 100 petits qui sont pourris, quoi. Mais... Ce qui est super drôle avec Mad Max, c'est qu'après j'ai vu Mad Max 2 avec Roman, du coup. Oui. Et déjà, ça sent à mort qu'il voulait le faire déjà, mais il n'avait pas les moyens. Ouais. Mais Mad Max 2, c'est déjà Mad Max Fury Road, mais il y avait pas tout ça. Mais on sent qu'il y avait les prémices, quoi. Et pareil, c'est assez rigolo, mais là on est plus sur la place. C'est quoi une narration de personnage ? Parce que je raconte juste le début, mais c'est assez rigolo. On a une voix off qui dit ouais voilà Mad Max, le guerrier qui nous a sauvés, le sauveur. Puis la première fois où tu vois Mad Max, effectivement il attend qu'un couple se fasse violer pour piquer l'essence, quoi. C'est donc le contraire d'un héros, quoi. Où est-ce que c'est le héros ? Et donc ça c'était c'est Romain qui m'avait expliqué ça. J'ai fait oh mon dieu, mais je veux trop voir. Du coup ça questionne autre chose qui est la place du héros. Comment on fait un récit, comment on fait un mythe en fait. C'est quoi la place du mythe ? C'est pour ça que c'est génial Mad Max, c'est que et même si maintenant ça me dérange le propos féminisme, écologique, d'accord, mais il n'empêche que ça reste des putains de films avec des putains de réflexions derrière, et t'as le choix de les voir ou les voir pas. Oui, mais c'est juste que un critique qui dit, et pour boucler la boucle et pour finir là-dessus, un critique qui dit non mais vous inquiétez pas, on va pas parler de ça. Bah oui, effectivement le film marche sans, mais en même temps il y a un moment où il faut peut-être se poser la question aussi, tu vois. Bah c'est ça. Mais bon, on peut pas tellement discerner le fond de la forme. Voilà. Ce qu'on dit toujours, voilà, très bonne conclusion. Ce qu'on dit toujours. Justice a été rendue. Merci beaucoup Cyril pour ce moment. Et ben merci à toi, c'était super bien. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère qu'on aura pu amener une compréhension peut-être un peu plus du cœur du propos de Mad Max. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment. Cyril, merci beaucoup. J'espère te revoir bientôt dans cette émission. Ah bah oui, mais moi aussi. Et puis voilà, merci à tous qui êtes de plus en plus nombreux tous les jours. Si vous voulez nous montrer votre soutien d'une autre manière, vous pouvez le faire de manière... Bah la thune, voilà. La thune, oui, tout à fait. Sur Tipeee ou Ko-fi, on est en train de voir pour peut-être mettre en place les deux ou passer sur Ko-fi. Mais en tout cas, en description, vous aurez un lien vers un site de financement participatif.
Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez écouter ce podcast sur tous les agrégateurs de podcasts, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcastix, il y en a trop, on est partout, sauf SoundCloud. Et puis sinon, on a également une chaîne YouTube, on a d'autres formats, notamment Analytics, voilà, des vidéos d'analyse. Merci à tous, on vous souhaite une bonne semaine, et puis prenez soin de vous. Au revoir. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.